Bon, on a couvert pas mal de champs aujourd'hui en lien avec des espaces en ligne, des espaces hors ligne, des histoires de perception. Et en fait, j'avais envie de partir d'une citation qui est faite dans l'ouvrage de Félix, qui est en fait une situation qui est vécue par la philosophe Nathalie Grandjean et la sociologue Claire Lobé-Maris, qui en fait sont chargés ou invités en tout cas à participer à un projet, un consortium autour de la recherche en computer vision. Et donc elles sont amenées à collaborer avec des partenaires scientifiques et industriels. Ça se passe assez mal. Parce qu'en fait, leur regard de chercheuse est vécu comme une contrainte, un regard extérieur potentiellement critique et donc menaçant. Et en fait, une phrase qui m'a marquée, c'est que ce que les informaticiens leur rétorquent, c'est que, je cite, « la technique est socialement neutre ». Et en fait, bon, aujourd'hui, on a bien vu que la technique est tout sauf neutre, mais que c'est aussi à nous de faire le travail d'analyse, de sortir d'une perception un peu en surface. Donc je vais laisser Félix prendre la parole, mais je pense que c'est quelque chose sur lequel tous nos invités auraient quelque chose à dire. En fait, juste pour compléter ce que tu disais, Marion, ces chercheuses, elles sont sociologues et dans la plupart des projets de recherche européens, sur les technologies de surveillance, donc avec des impacts très forts en termes de liberté publique eh bien, il y a une obligation en fait de prendre en compte les aspects éthiques et juridiques liés à ces technologies au stade de leur développement, au stade de la recherche. Et donc, très souvent, soit des juristes, soit des philosophes, soit des sociologues sont invités à rejoindre des équipes d'ingénieurs, souvent des hommes, pour éclairer le développement de la technologie. Et c'est censé, du point de vue de l'Union européenne, qui se pense encore comme un phare dans la nuit en termes de protection des droits humains, éviter que ces technologies n'aient des impacts trop délétères sur ces mêmes droits. Et effectivement, ça marche pas. Ça marche pas. Et c'est surtout un moyen de se rassurer, comme beaucoup d'autres, et de contribuer à des formes de désinhibition dans nos sociétés, s'agissant du déploiement à grande échelle de ces technologies. Alors oui, la technologie n'est pas neutre. La technologie est produite par un monde qu'elle tend à reproduire. Le grand espoir, après la première phase d'informatisation dans les années 70 et 80, ça a été de pouvoir s'approprier ces machines à calcul comme des outils de communication, comme une manière du coup de développer des stratégies médiatiques en particulier pour renverser les pouvoirs médiatiques, politiques, économiques. C'était la grande promesse, la grande utopie liée à Internet. Et ça ne s'est pas passé comme prévu. En tout cas, les impensés liés à ces utopies des premiers temps du web ont vite laissé, enfin pas si vite que ça d'ailleurs, ça a quand même pris 20 ans, hein, j'ai l'impression, à ce que le regard et l'analyse soient un peu dessillés, que les voix critiques qui, dès le début des années 90, voyaient bien que ça risquait de mal finir, soient, disons, de nouveau considérés et pas vus comme d'affreux technophobes réactionnaires. Et moi, je trouve, juste pour réagir notamment aux présentations de Jean-Paul et d'Alan, je trouve ça fascinant de voir comment l'OSINT, qui est effectivement né dans le giron des services de renseignement, ou comment une technologie comme la reconnaissance faciale peut être intégrée à des pratiques artistiques, ou en tout cas mise en scène dans des pratiques artistiques, ou parodiée, ou fakée, pour... Bon, plus largement, les logiques de surveillance retournées contre le pouvoir dans une forme donc de sous-veillance. Je trouve que ces formes de réappropriation, elles sont très importantes, mais elles ne sont que des interstices, j'ai l'impression que leur efficacité politique est toujours à prendre, ou à analyser avec beaucoup de lucidité, que c'est très important de ne pas s'illusionner sur la capacité de ces logiques-là à faire système et à renverser en tant que telles les rapports de pouvoir justement des acteurs non étatiques violents, violents non étatiques, ou étatiques et violents, mais souvent ça va ensemble, peuvent aussi s'approprier ces techniques pour semer la confusion
ou surveiller la population. Donc voilà, c'est toujours penser ces formes de retournement de manière très localisée, ne pas croire, comme le maquillage anti-reconnaissance faciale, que c'est une solution de long terme. C'est toujours des tactiques, pour reprendre le vocable de Michel de Certeau, qui restent exposées à soit leur cooptation, soit à ce que les pouvoirs que ces tactiques sont censées déstabiliser trouvent la parade et finalement mobilisent leurs ressources bien plus grandes, bien supérieures pour rétablir les rapports de force. Et quelque part, lorsqu'on analyse l'histoire du web, je crois que c'est largement ce qui s'est passé, quoi. Donc c'est important de cultiver ces tactiques de résistance, de les analyser, de les critiquer, parfois de les valoriser et de les présenter comme des outils politiques, mais sans s'illusionner sur leur capacité en tant que telle, isolée en tout cas, sans être associés à des mouvements politiques beaucoup plus larges, beaucoup plus profonds, à renverser les rapports de force sédimentés depuis des siècles. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Félix. Et en fait, moi, ça m'a pas mal frappé aussi dans le domaine sonore. Quand j'ai commencé la recherche sur les dispositifs coercitifs sonores, enfin sur l'armement sonore en gros, à quel point il fallait aussi se méfier de la fascination que ces dispositifs peuvent exercer sur nous. Je m'inclus dans ce nous. Et exercer aussi, alors dans les milieux de l'art particulièrement, une des manières pour moi de ne pas se confronter à cette fascination, c'est de brandir en fait immédiatement l'idée qu'on va se réapproprier ces dispositifs, qu'on va les détourner. En réalité, dans beaucoup d'occasions où j'ai été amenée à voir en fait des réappropriations ou des détournements, il n'y avait pas de véritable questionnement du dispositif, il n'y avait pas de véritable remise en question des rapports sociaux et des rapports de pouvoir que le dispositif questionnait. Pour vous donner un exemple, à un moment donné, j'ai été invitée dans un festival où les personnes qui organisaient le festival, pour ajouter en fait, dans leur esprit en fait, pour accompagner le travail que j'avais fait sur le son comme arme, avaient décidé de transformer des toilettes en zone pour vivre l'expérience que pouvaient vivre les gens dans une situation d'isolement sensoriel. Et donc, proposer en fait une expérience comme ça, faites votre petite expérimentation de privation sensorielle. Vous allez dans les toilettes, on vous met un casque sur les oreilles avec de la musique à fond, on vous fait ceci, cela, et vous avez votre expérience. Et en fait, c'était juste consternant, en fait. C'était transformé de façon ludique, quelque chose qui est un des dispositifs de torture les plus dévastateurs qui puissent exister. Et donc, en fait, dès qu'ils m'ont annoncé qu'il y avait ce dispositif en place, j'ai demandé qu'ils arrêtent tout de suite, quoi, sinon j'intervenais pas. Mais en réalité, c'est un problème qui s'est reproduit à plusieurs reprises. Où, par exemple, les dispositifs qui ne sont pas directement des dispositifs pensés comme coercitifs, par exemple la douche sonore, là où on voyait la publicité avec les bananes, là, le dispositif, le haut-parleur ultra-directionnel, ça, la dimension coercitive, elle est rarement questionnée, alors qu'elle a pu être utilisée, par exemple, par la police pour prétendre, pour faire croire en fait à une personne qui voulait attraper qu'il y avait quelqu'un juste à côté, juste en diffusant un son à côté de la personne, alors qu'en réalité, la police se trouvait loin. Et quand elle est utilisée de façon artistique, le rapport de domination qu'on va exercer à travers la technologie, qu'un rapport de domination qui va s'exercer notamment à travers la perception de la technologie comme une magie, n'est que rarement interrogé. Et donc pour réussir réellement pour moi, en fait, à proposer autre chose, ça nécessite en fait d'intégrer à l'intérieur de la réflexion sur le dispositif qu'on va utiliser la déconstruction de son propre rapport à ce dispositif, des rapports sociaux qu'il va induire avec que ce soit un public ou
ou des manifestantes et des manifestants à réprimer, la question n'est pas tellement différente en fait. Et de questionner le rapport de pouvoir dans lequel nous on se situe en utilisant le dispositif. Ça vaut aussi ce rapport de pouvoir quand on mène de la recherche, où moi ça m'a beaucoup amené à questionner ma propre position par rapport à tout ce que j'ai pu vous faire écouter, ce qui m'a fait évoluer d'ailleurs dans ma recherche depuis un travail de veille vraiment compulsive en fait sur l'ensemble de ces dispositifs, jusqu'à aujourd'hui. En fait, ma recherche évolue vers d'autres choses en fait, beaucoup plus vers le rapport à l'écoute et à des rapports à l'écoute qui sont vraiment spécifiques à des lieux, à des groupes avec lesquels je travaille, et plus forcément à des dispositifs. Voilà. Donc je pense que le travail de documentation, de recherche, de critique, de déconstruction est fondamental à faire, mais qu'il ne faut en fait pas en rester là. Ce qu'on se disait aussi avec Félix sur le chemin du déjeuner, c'était que sinon on est toujours à courir derrière en fait. Courir derrière les dispositifs institués par l'État ou des acteurs privés, et en oubliant en fait nous d'aller proposer le pas de côté qu'on peut faire, et quels autres imaginaires on va déployer à côté, quelles autres formes d'organisation sociale on peut mettre en place, quel autre rapport en fait à nos espaces sensoriels et cognitifs on peut instituer, voilà, travailler aussi activement à ça, quoi. Ouais, moi je suis assez d'accord, mais avant de revenir à tout ça, j'aimerais revenir à ta question sur la technologie est-elle neutre. Non, elle n'est pas neutre, on le sait, mais c'est une question. Mais ce qui m'intéresserait, c'est plutôt de penser pas forcément technologie, mais les médiations. Et là, c'est facile de dire, bah oui, Thalès, ils veulent pas des sociologues, etc., parce qu'ils ont un truc critique. Moi, je le vois avec des journalistes qui sont très bien attentionnés, qui vont faire des enquêtes sur les violences policières, etc. Et je vais leur dire, mais la carte, elle n'est pas neutre. Regarde, maintenant, Donald Trump peut appeler ça le golfe de l'Amérique, etc. Les cartes ne sont pas neutres, elles montrent des choses. J'avais écrit un article sur comment, aux violences aux frontières, les militants réemployaient une technique du pouvoir en voulant dénoncer les violences aux frontières, parce qu'ils faisaient exister les frontières dans une vision qui est la vision technodéterminée par Google, alors qu'en fait, une frontière n'est pas la frontière qui est tracée sur Google. Et quand vous regardez des cartes Google, ce qui est assez intéressant, c'est que les seules choses qui sont nettes et qui ne sont pas floues, ce sont les frontières, alors qu'elles n'ont aucune réalité précise. Et donc, c'est cette question, les médiations ne sont pas neutres, même avec des personnes très bien attentionnées. C'est dur de faire comprendre que cette question-là des médiations, elle n'est pas neutre. Ce qui, moi, m'a interrogé aussi, c'était de se dire, et ça revient à ce que tu viens juste de dire, mais c'est... j'ai vu l'OSINT arriver dans le milieu de l'art comme une sorte d'outil révolutionnaire qui allait tout soigner, qu'on allait pouvoir mettre une surveillance sur tout, et qu'en gros, on avait un peu la libération qui était là. Et au début, j'étais vraiment là-dedans. J'ai commencé à m'intéresser à l'OSINT en 2018, et j'étais vraiment, on va sauver le monde, enfin un contre-pouvoir en place. Et j'ai pas pu m'empêcher de voir aujourd'hui une sorte de fétichisation, d'exotisation dans ces vidéos où on se retrouve dans une biennale à Venise à voir des explosions en Syrie, etc., se dire ah là là, le monde il est horrible, et de voir ces formes-là. Et certains parlent d'un forensic gaze, cette idée justement d'avoir cette surveillance comme un regard qui vient objectiver, qui vient rationaliser ou automatiser, comme on en parlait tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'il m'a semblé intéressant, non pas d'aller dans une sorte d'apologie de l'OSINT, mais de me dire concrètement, quelles sont les pratiques OSINT qui, moi, me gênent. Et je ne pense pas que ce soit que celle du renseignement. Il y a certes la DGSI qui peut être problématique sur certaines choses, mais il y a aussi des renseignements pour protéger de certaines attaques terroristes. Par exemple, j'en reviens sur Boko Haram. Mais il y a vraiment une sorte de dark OSINT qui se trouve principalement dans le milieu économique. Là, il y a une personne que je connais qui me disait que des services... J'essaie de trouver des mots pour ne pas raconter exactement la même chose. Ah, désolé. Oui, désolé. J'essayais de trouver des mots pour raconter la situation sans la raconter, mais une grande entreprise française qui voulait, pour étudier ses clients, demander à une copine de faire de l'OSINT sur ses clients, d'une certaine manière, pour pouvoir les sélectionner ou pas.
sachant que c'est pas une entreprise, c'est plutôt des locations de logements et ce genre de choses. Donc il y a une sorte de vrai dark OSINT, et j'ai l'impression que quand on est en train de faire l'apologie de l'OSINT dans le milieu de l'art et de se donner l'idée que c'est quelque chose d'émancipateur, j'ai l'impression que tout ça, c'est une toute petite goutte dans un océan de dark OSINT qui doit être documenté aujourd'hui et qui ne l'est pas. Et donc c'est pour ça que je suis assez d'accord avec toi, et c'est pour ça que mon travail va sur se dire mais comment on documente ces pratiques-là qui sont une surveillance, mais que la surveillance est quand même très ambiguë. Et c'est pour ça que il faudrait qu'on continue cette discussion sur surveillance et transparence. Moi, je persiste à penser que ce pas de côté où ce changement des imaginaires est possible et que l'art a un rôle à jouer sur ces terrains-là, que la surveillance n'est pas la surveillance est véritablement un regard inversé, qui n'est pas naïf, qui est tout à fait conscience des déterminismes techniques, mais il me semble qu'une critique de la technique ne peut pas se passer aussi d'une observation des tactiques, ne pas en rester à l'analyse des déterminismes, à la façon dont les techniques, quelque part, nous déterminent, mais aussi laisser à la technique cette capacité d'être un champ d'expérimentation, de jeu aussi, et de ce point de vue-là, les médias tactiques, et notamment la pensée de Michel de Certeau, pour moi, restent pleinement éclairantes. La question que j'aurais envie de poser aujourd'hui, c'est au contraire celle de l'acceptabilité des techniques, voire de leur désirabilité, qui me semble être devenu le véritable problème, au sens où aujourd'hui on a beaucoup parlé de surveillance à travers des dispositifs, visuels, de caméras, des choses qui relèvent d'infrastructures technologiques. On a moins parlé, par exemple, des données ou des datas, de tout ce qui, d'une certaine façon, contribue aussi à nous mettre en fiche et à nous surveiller via notre propre participation à cette surveillance, orchestrée par les GAFAM notamment, mais aussi en lien avec les gouvernements. Il y a une généalogie qui est assez drôle à faire, c'est celle des dispositifs de surveillance que tu as fait en partie en partant de... On pourrait même faire démarrer ça avec Guy Debord et la Société du spectacle, mais avec Foucault et les dispositifs qui ont qui sont en lien avec des institutions en dur, les prisons, les écoles, les hôpitaux, etc., aux dispositifs de contrôle de Deleuze qui s'ouvrent vers une surveillance à ciel ouvert, vers ce que Bernard Harcourt, dont l'ouvrage est très intéressant, Overexpose, la société d'exposition de soi, enfin exposition de soi ça s'appelle, ou la société d'exposition, où il montre très bien qu'aujourd'hui, cette surveillance, elle s'appuie aussi sur notre propre collaboration active, puisqu'on va quotidiennement, pour obtenir des récompenses aussi, des likes, pour se mettre en visibilité, accepter de délivrer notre intimité, tout un tas de renseignements sur nous-mêmes, etc., et que ça participe activement à la surveillance. Et il y a un autre ouvrage que j'aime beaucoup aussi, c'est celui de Pierre Casounoguès qui s'appelle « La bienveillance des machines ». Et je trouve qu'il a eu cette habileté de justement retourner cette idée de surveillance vers la bienveillance, parce que finalement, ce qu'opèrent les machines aujourd'hui, et c'est pour ça que parler de désirabilité est important, c'est que les machines nous bienveillent. C'est-à-dire qu'elles, finalement, on les accepte, et on accepte aussi leurs effets délétères à partir du moment où elles nous récompensent d'une façon ou d'une autre, à travers les usages qu'on peut en avoir, etc. Et souvent, les promoteurs de la surveillance ou les promoteurs des applications technologiques en tout genre s'appuient sur cette récompense, sur cette bienveillance a priori des machines. Alors au contraire, j'ai l'impression que ce qu'il faudrait cultiver, c'est la désobéissance. Et cette désobéissance, on peut aussi en faire une généalogie. Et elle me semble encore possible aujourd'hui. Mais alors la question c'est est-ce que la déconnexion par exemple est une posture intéressante ou est-ce qu'au contraire il faut continuer, et c'est pour ça que les tactiques opérées par les artistes me semblent intéressantes, parce qu'ils continuent à faire de la technologie un terrain d'expérimentation et de critique active qui passe par la réflexivité. C'est tout à fait il y a une dimension critique, réflexive, mais il y a aussi une dimension opératoire, active, qui me semble très intéressante.
Je précise que je suis tout à fait d'accord que l'art a un rôle à jouer dans cette dimension critique. C'est fondamental pour... c'est là en fait que peuvent s'inventer de nouvelles formes. Ma critique, elle porte de nouvelles formes et de nouvelles manières d'imaginer en fait, de nous percevoir à l'intérieur du monde où on est. Ma critique, elle porte sur le fait, dans le domaine artistique comme dans d'autres, dans la sociologie, dans plein d'autres domaines, ou même dans l'audionaturalisme que je connais bien, les captations animalières, de systématiquement vouloir utiliser la technologie pour extraire l'espèce humaine de l'équation, en quelque sorte. Soit extraire l'espèce humaine, soit nous extraire en tant qu'individu de l'équation, comme si nous étions transparents, et nous pouvions utiliser la technologie de façon... En fait, ce n'était même pas la question que la technologie soit neutre, c'est que nous, en l'utilisant, soyons neutres. Ce qui est faux, en fait. Effectivement, ni la technologie n'est neutre, ni nous, en tant qu'utilisateurs, utilisatrices, ne sommes neutres. Et du coup, c'est de questionner cet ensemble de choses-là. Moi, je participe avec un collectif qui s'appelle Les Sirènes, à précisément des performances artistiques de déconstruction, en fait, des technologies sonores qui nous sont communes. Où on avait, par exemple, proposé, dans un festival, on avait demandé au festival d'avoir la liste d'avoir son budget, qui est payé, combien, est-ce que les artistes sont payés ou pas, qui est payé, qui est payé à l'intérieur du festival, qui est bénévole, comment tout ça s'appuie, quelles sont les fondations ou les mécènes ou les autres intervenants qui ont rémunéré le festival, en échange de quoi, etc. etc. Et du coup, la performance avait consisté, à partir vraiment d'un petit objet, par exemple ce micro, je ne vais pas vous décrire la performance en tant que telle, mais à partir de ce micro, de déployer au fur et à mesure tout ce qu'il y avait à partir de ce micro, par qui il était fabriqué, qu'est-ce que ça engageait en fait comme partenariat, etc. Et puis on intégrait au fur et à mesure le budget du festival là-dedans. On faisait la performance à partir précisément de l'endroit où on se situait, des outils qu'on était en train d'utiliser. C'est une des manières parmi bien d'autres de dire on n'est pas en dehors de l'équation, on en fait pleinement partie, et c'est sur ces choses-là qu'on a besoin de réfléchir. Peut-être que moi je m'inscrirais en porte-à-faux par rapport à vous deux. Je pense que les artistes sont nécessaires, mais je ne pense pas que ce soit sur la création d'imaginaire. Je pense qu'ils sont nécessaires en tant qu'experts des médiations, et qu'en tant qu'experts des médiations, sachant comment les mettre en place, les fabriquer, les manipuler, ils devraient quasiment infiltrer, mais ça c'est une autre position, mais les institutions pour justement apporter une sorte de vision et de faire dérailler un peu les choses. Donc moi en tant que la création d'imaginaire, mais en tant que arriver et essayer de faire dérouiller un peu dérailler. Par exemple, on parlait du sommet de Liège, j'ai l'impression que les artistes doivent y aller et essayer de changer les choses, apporter un regard, investir, plutôt que d'être dans une création d'imaginaire où on voit la difficulté justement qu'il y a à ce que ces imaginaires soient de plus en plus partagés. Je sais pas si tu peux préciser ce que feraient des artistes au sommet de l'IA. Justement, je ne suis pas artiste, c'est à eux de me le dire. C'est exactement la question qu'on pose à Bergson, quelle sera l'œuvre de demain. Si je savais, je l'aurais faite. Oui, en plus, l'Élysée a carrément... Genre, il y avait un dossier de presse avec une liste de 20 artistes qui présentaient des œuvres faites avec l'IA. Et en vrai, je ne sais pas si ça vous va, ou peut-être vous avez peut-être des questions. Mais moi, je serais assez intéressé d'avoir un échange sur l'IA, qui est un peu l'éléphant dans la pièce, je crois, depuis le début de la journée, puisque on en a quand même parlé. Mais pas tant en lien avec les pratiques artistiques. Or, je crois que c'était un peu aussi l'objet pas de cette journée, mais du financement, etc. Et toi, Alan, tu parlais de Dark Ozint. Ça me faisait penser à la possibilité de voir l'IA aussi comme recelant une multiplicité d'usages dont la plupart seraient dark. Parce que typiquement, moi je pense que pour le coup, l'évolution de l'économie politique de l'informatique fait que les enjeux, par exemple, autour de l'IA aujourd'hui me paraissent beaucoup plus clairs. Et je ne vois pas bien ce que des artistes pourraient faire face à un rouleau compresseur tel que... J'entends l'idée de stratégie d'entrisme pour pénétrer les institutions et
et remédier les médiations qui nous oppressent. Je ne suis pas sûr que le sommet sur l'IA, qui est une gigantesque scène de propagande, hein, pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, c'était il y a 2 semaines. Bon, je pense que c'est difficile de ne pas avoir vu passer ces informations, mais 109 milliards d'euros dans les data centers à travers le pays, 10 milliards qui seront investis par BPI France, Mistral IA dans tous les services publics. Moi, j'aimerais juste voir, peut-être il y a beaucoup de praticiens, artistes dans la salle, et je serais curieux de savoir combien d'entre vous ont expérimenté l'IA dans le cadre de leur création. Assez peu, quand même, non? 6-7, quoi. En vrai, ça me semble pas fou, mais à vrai dire, on en parlait hier soir avec Alice et Anaïs, elle disait que... Ok, quand même. Mais typiquement, en fait, moi je comprends qu'on veuille expérimenter, comprendre comment cette technologie marche. Je vois aussi l'effet de fascination qu'elle exerce et qui renvoie à ce que tu disais, Juliette. Mais j'en parlais aussi avec un copain qui est graphiste et qui m'expliquait à quel point lui, il avait l'impression de devoir épouser ces technologies, les utiliser. Et il y avait... il s'est fait un peu malgré lui apôtre de l'IA, dans le sens où pour un peu nuancer mon discours qui était peut-être trop binaire, trop critique, il me disait, mais en fait, l'IA, moi, ça me permet de réaliser des scènes qui m'auraient pris des jours, peut-être des dizaines et des dizaines de milliers d'euros pour permettre d'avoir cette lumière. Et en gros, ça permettait de démocratiser la capacité à faire une super production. Et je trouve ça intéressant de voir comment, justement, on est incité, soumis à tout un univers de contraintes qui vont nous pousser à épouser ces technologies parce qu'elles nous apportent des choses, un gain de praticité, la capacité à faire beaucoup plus avec beaucoup moins de ressources, en tout cas pour l'utilisateur ou l'utilisatrice finale à l'heure actuelle, parce que OpenAI, ça leur coûte énormément d'argent. Hein. Ils crament du cash à tout va, et même en faisant payer leurs outils 200 € par mois aux utilisateurs pro, ils perdent encore beaucoup d'argent. Donc le jour où en fait ces entreprises elles vont vouloir nous faire payer ce que ça coûte de faire tourner ces IA, je pense qu'on va être un paquet à ne pas pouvoir se le payer. Tout ça pour dire qu'il y a un truc très ambivalent où en effet il y a un univers de contraintes qui nous pousse à l'adopter, et en même temps, ce faisant, on oublie. C'est comme si on s'enfermait en fait dans des boîtes et qu'on était de moins en moins en mesure en fait de sortir de la boîte et de déconstruire l'ensemble d'un système, parce que typiquement dans le champ de la production photographique, qui était l'exemple que prenait mon ami, est-ce que en fait il faudrait pas critiquer l'esthétique de la superproduction plutôt que de vouloir rivaliser avec les studios? Est-ce qu'il faudrait pas se rendre compte que justement du point de vue de l'économie politique de l'IA, ce sera jamais soutenable pour des petits acteurs, actrices de faire de l'IA générative à tout va, que les formes de dépendance sur des multinationales qui développent ces outils sont trop fortes, sans même parler des enjeux écologiques qui sont colossaux. Il y a une excroissance du groupe Technopolis Marseille de gens liés au soulèvement de la Terre qui enquêtent depuis plusieurs mois sur l'impact énergétique, foncier, social des data centers à Marseille. Il y a une enquête, un bout de l'enquête qui a été publié sur le site de la Quadrature. Si vous cherchez Marseille, l'accaparement, infrastructure numérique et accaparement de nos territoires, ça relate un peu tout le greenwashing et les enjeux autour, les conflits d'usage autour de la construction des data centers. Bref, ce n'est pas soutenable. Je ne sais pas trop où je vais avec ça, mais tout ça pour dire que l'IA est dark et que même si voilà, je comprends ce qui peut pousser les unes et les autres à l'adopter. Je suis, moi, globalement très frustré de voir à quel point c'est dur de faire émerger une critique un peu systémique et à quel point ce rouleau compresseur déferle sans qu'on sache trouver les moyens d'y résister. Il y avait la philosophe Donna Haraway qui a, dans son texte sur les cyborgs, qui à un moment donné qui a cette phrase qui m'a beaucoup marqué, en fait, c'est « Avec quel monde faisons-nous alliance ?» dans nos pratiques concrètes, dans nos usages. Avec qui est-ce qu'on est en train de faire alliance? Et en fait, cette question-là, elle permet de questionner beaucoup. En fait, elle permet précisément de se situer à l'intérieur de ce qu'on fabrique et de déjouer en fait des aveuglements qu'on pourrait avoir, des choses qu'on voudrait, des formes de déni ou des formes d'hypocrisie.
et de choisir effectivement la question d'imaginaire. Je ne sais pas si la notion d'imaginaire est la bonne, mais en tout cas... pardon ? Contre-récit, oui, c'est ça en fait. Quelle autre manière de dire le monde, de situer les technologies, enfin, à l'intérieur de quelle autre manière on va se situer, et vers où en fait on va continuer à déployer les récits qu'on est en train de mener. Et en fait, je trouve cette question-là des alliances, elle est passionnante. Dans le domaine du son, elle est d'autant plus que, par exemple, dans cette salle, tout ce qui permet en fait à ma voix actuellement d'être amplifiée, c'est un héritage direct de la Deuxième Guerre mondiale et des recherches militaires de la Deuxième Guerre mondiale. Je veux dire, il n'y aurait clairement pas ces dispositifs-là s'il n'y avait pas eu un énorme effort de recherche des États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Y compris l'histoire de la musique concrète, par exemple, c'est une histoire qui est profondément intégrée à l'histoire militaire, à plein de niveaux différents. Le travail de Stockhausen, d'autres travaux. Enfin, du coup, comment est-ce qu'on questionne ça, en fait ? Qu'est-ce qu'on en fabrique ? La déconnexion, effectivement, c'est une possibilité qui, pour moi, n'est jamais à exclure, en fait. C'est une possibilité parmi d'autres. Mais on a plein d'autres choses à fabriquer, en fait. Il n'y a pas un seul chemin, il y en a plein. Tout comme il y a plein d'Umwelt, justement, de rapports au monde, de rapports sensoriels et cognitifs au monde. Et il y a plein d'alliances, en fait, à créer et d'autres manières d'utiliser les technologies ou de ne pas les utiliser. Non, pour réagir un peu à chaud directement à ça, je vais essayer de ne pas me perdre parce qu'il y a beaucoup d'idées qui se bousculent, mais pour rebondir sur la question de l'évolution technologique liée à des questions de conflit et à des questions militaires. En effet, même la bande magnétique, elle est inventée par les Allemands parce qu'en fait, avant, on enregistre, on fait des interrogatoires pendant des heures et on enregistre le son sur du fil de fer. Et en fait, le fil de fer, c'est lourd. Et donc, il faut trouver un système d'enregistrement qui soit plus léger. Et on invente la bande magnétique, quoi. Aussi l'autre exemple donc, qui a été cité préalablement, que tu as montré sur donc il y a la Inner Consciousness Banana, la douche sonore en fait pour acheter une banane équitable, et le Long Range Acoustic Device, donc le canon à son. En fait, c'est les mêmes technologies qui sont derrière. C'est juste des questions de différence de puissance en fait, mais fondamentalement, c'est des interférences d'ultrasons qui sont utilisées. Donc, c'est les mêmes technologies qui sont là-bas. C'est la même ingénierie qui est derrière, qui va aller dans une direction communication, manipulation, ou dans une direction carrément militaire ou carrément offensive. Donc, il me semble qu'une des stratégies, c'est peut-être pas la seule, c'est peut-être pas la meilleure, mais une des stratégies aussi de désexotisation, je sais pas comment dire, ou de limiter ou d'arrêter la fascination pour certains outils, la fascination qu'on peut avoir quand on voit une arme, on fait « wow, le truc », voilà. Mais elle vient aussi de comprendre comment ça marche. En fait, la déconstruction de la fascination, elle vient aussi sur une compréhension des outils et de leur mode de fonctionnement, il me semble. Parce qu'en fait, à partir du moment où on commence à comprendre parfois comme c'est con, comme ça marche, d'un coup, ça devient beaucoup moins fascinant, beaucoup moins exotique. Et il me semble que ça fait partie aussi ça peut accompagner justement le fait d'éviter une esthétisation en fait de technologies qui sont très problématiques d'un point de vue politique. Voilà. J'arrête là tout de suite. Moi, j'aimerais juste rebondir sur ton idée des alliances, etc. Et je pense qu'en fait, c'est aussi ça qui me semble important et qui oblige à mettre en place d'autres positions que juste le technocritisme. C'est que avec qui on fait alliance aujourd'hui, et le sommet de l'IA, c'était un sommet de propagande si on veut. La grande question, c'est est-ce qu'on va pouvoir mettre en place une régulation européenne sur l'intelligence artificielle ? À côté de ça, c'est est-ce qu'on laisse le technofascisme américain arriver en Europe ? Et là, la réponse sera beaucoup plus... l'écrasement de la population et des droits sera beaucoup plus important. L'Europe est imparfaite, elle a mis en place les RGPD, tu en sais quelque chose, qui sont des choses qui qui permettent de protéger. Donc c'est en ça que pour moi, il faut aussi se dire quelle alliance je fais. Je ne suis pas un apôtre de l'IA, je sais que si j'y vais pas, elle se fera sans moi, et elle se fera sans les collectifs militants.
Donc, soit on y va et on essaie de les faire pencher pour une régulation européenne et de faire quelque chose qui sera certes imparfaite, mais ce qui attend de l'autre côté est peut-être 10 fois, si ce n'est 100 fois pire. Et je tiens à dire que le sommet de l'IA est passé de Paris à Kigali. Kigali, qui est dirigé par, donc au Rwanda, dirigé par Paul Kagame, dont on connaît la situation politique actuelle. Oui, le sommet de l'IA, peut-être juste dire que les artistes qui ont été exposés, leurs œuvres, bien sûr, préexistaient au sommet de l'IA, et surtout que le sommet de l'IA leur a donné un espace de démonstration qui était la conciergerie, avec une invitation pour 1 jour et demi à exposer des œuvres sur des écrans. Donc je pense que même pour eux, c'était guère satisfaisant. Bon, le commissaire étant Franck Bochard, certains ont aussi répondu à l'invitation, mais je pense qu'il y avait une certaine façon, peut-être l'espoir aussi à travers les œuvres qu'il montrait de toucher autrement les personnes qui seraient au sommet de l'IA, sans doute, je ne sais pas, mais je voulais juste dire que effectivement, on peut tout à fait imaginer des œuvres d'art qui soient en lien, par exemple, avec les développements théoriques du contre-atlas de l'IA développé par Kate Crawford, qui est quand même quelque chose qui pense l'IA depuis l'extraction des minerais jusqu'aux effets psychologiques en passant par le digital labor et tout ce que engendre l'IA de façon, là pour le coup, réelle et sans être technocritique. On ne peut pas ne pas être technocritique d'ailleurs, je crois, quand on prend connaissance de tout ça. Mais après, on parle de l'art ici, c'est vrai qu'il y a ce risque à l'esthétisation ou disons à quelque chose aussi qui resterait à un niveau symbolique et surtout qui resterait confiné d'une certaine façon parce que réservé à, disons-le, une frange de la population aussi limitée. Mais on peut faire le lien aussi avec des pratiques amateurs. Moi, j'aimais bien comparer des concepts qui viennent de l'anthropologie, comme le bricolage, le braconnage, le sabotage, à des pratiques artistiques contemporaines. Parce que, alors maintenant, il y a Martin Le Chevalier qui a sorti aussi, on en parlait, je ne sais plus comment ça s'appelle, son subversion, répertoire des subversions, qui est un ouvrage qui est comme un peu un dictionnaire, puisqu'il reprend des termes qui sont réels ou parfois aussi il intègre la fiction aussi dans ses définitions. Mais bon, je trouve ça stimulant parce que quelque part, on sait que les technologies proviennent de ceux qui ont le moyen de les développer, donc nécessairement l'armée, le militaire, la recherche souvent en lien avec le militaire, et tu montres combien d'ailleurs dans ton livre, Félix, la science parfois à partie liée aussi avec les disons, programmes de développement du militaire ou de la police, etc., et de façon pas toujours très justement réflexive et critique, mais mue par cette course à l'innovation. Mais tout ça me fait penser que tous ces micro-gestes, bien qu'ils soient micros, et quand je pense aux amateurs, on en parlait tout à l'heure, les lasers qui aveuglent les caméras de vidéosurveillance, les parapluies à Hong Kong, je ne sais pas moi, le blanc des cartes, par exemple, tout ce que Neftist Vert développe avec la contre-cartographie me paraît extrêmement intéressant aussi. Enfin, il y a toute une série de démarches qui sont certes peut-être plus localisées, mais qui, par leur multiplication, laissent quand même espérer un petit peu, disons, ou dessinent des voies alternatives par rapport à ce... Parce que sinon, on retombe aussi dans le discours ambiant du catastrophisme, certes éclairé, mais néanmoins un peu... Alors bon, là, moi aussi, je fais mais voilà, je pense que... Moi, je peux avoir conscience d'avoir un discours qui peut paraître critique au point de devenir catastrophiste ou sans confiné même à une forme de résignation. C'est pas vraiment ma posture, même si je pense que je suis aussi traversé, mais comme pas mal de personnes par les temps qui courent, par une forme d'abattement, de lassitude. Et en même temps, moi, comme je le disais rapidement en introduction de cette table ronde, je suis venu au militantisme comme avec beaucoup d'impensés. Et je crois que je suis devenu très sévère sur ce que je perçois comme des formes d'impensés dans le discours critique.
Et par exemple, et du coup, j'ai 2 points que je voulais mentionner rapidement pour pas faire trop long, mais quand même poursuivre cette discussion. D'une part, je pense que la question, je pense qu'il est important de préciser quand on aborde la question des arts et du rapport à l'informatique et à ces technologies de contrôle, de pouvoir, à quel point l'art est souvent embrigadé par les institutions, par les politiques publiques, par les mécènes, etc., comme une manière de préparer les esprits, de produire des logiques propagandaires favorisant l'acceptabilité sociale, c'est le terme consacré, de technologies controversées. Et évidemment, c'est le cas pour l'IA, je pense, sans avoir étudié en détail les œuvres qui étaient présentées lors du sommet de l'IA, que c'était vraiment cette logique. Moi, j'ai été invité il y a quelques années, c'était au début de la campagne Technopolis, à parler à une biennale Arts et Sciences à Grenoble, qui est un technopôle bien connu, avec Alain Damasio, et où la séance avait été interrompue, donc on était un peu la caution, le moment critique de cette biennale, qui par ailleurs était vraiment là pour faire la promotion de tout un tas d'innovations en matière de nanotechnologie, d'intelligence artificielle et d'autres technologies de pointe. Et donc je pense qu'il faut garder vraiment ça à l'esprit, à quel point de nombreuses injonctions institutionnelles concourent à ce que les artistes, au final, collaborent avec ces déferlements technologiques et soient instrumentalisés quelque part pour servir des intérêts industriels ou policiers ou d'autres encore. Je précise juste, moi je parle pas du fait de venir pour faire des œuvres. Je viens de venir avec un regard. Donc c'est pas pour produire de l'accessibilité sociale, c'est venir avec un regard critique de l'intérieur. J'entends. Mais du coup, c'était le dernier point que je voulais aborder rapidement. Une forme d'infiltration, quoi. Mais moi, j'aimerais vraiment voir à quoi ça ressemble, parce qu'autant, et c'est ce que j'essaie aussi de relater dans le livre Technopolis avec mes camarades, on essaye d'aller au contact des institutions, d'aller voir nos adversaires politiques, parce qu'on a le privilège de pouvoir le faire et qu'on a la conviction que c'est important et que ça peut produire des effets, que d'une part, ça nous permet, nous, de sortir de notre petit cercle de bien-pensants et de confronter en fait aussi nos adversaires politiques. Et encore, je parle d'adversaires politiques, c'est pas des ennemis, c'est pas des affreux jojo, c'est des gens inscrits dans des logiques sociales et dans des positions sociales qui sont situées et qui sont déterminées et qui en tant que telles tendent à reproduire des formes de pouvoir qu'on dénonce, mais c'est pas une question de personne, c'est là où je veux en venir. Mais moi, je pense que ces croisements et ces rencontres, elles sont importantes et qu'il faut tenter de les susciter. Après, je serais quand même plus sévère que toi quant à la possibilité, aujourd'hui, en l'état actuel, c'est-à-dire le discours de l'Europe comme par rapport à la question de l'IA, comme espace de régulation, les valeurs européennes et compagnie. Je suis d'accord dans la mesure où l'Europe, parce que je le disais tout à l'heure, est peut-être dans la moins pire des situations sur le front, par exemple, de la surveillance numérique. Et en même temps, moi, j'arrive pas à me satisfaire de ça. Et je vois aussi à quel point ce moins-disant est aussi utilisé comme une stratégie de légitimation. C'est-à-dire que quand Emmanuel Macron nous propose de faire une IA européenne comme une troisième voie face à la Chine et aux États-Unis, alors qu'il fait quasiment exactement la même chose en termes d'attraction des investissements, de simplification des procédures, ce qui veut dire aussi écrasement de collectifs locaux et de formes d'opposition démocratique. En fait, c'est pas une troisième voie, c'est un suivisme, c'est une rivalité mimétique, c'est un suivisme qui est dangereux, quoi. Et c'est pas le RGPD, même s'il y a encore une fois des armes dans le droit et des choses à tirer et plein de failles dans ce système qu'on peut utiliser dans des logiques de résistance. Mais voilà, je pense que dans le contexte actuel, on est déjà un peu aussi, nous aussi, dans le technofascisme en réalité. Et il y a un dernier point que je voulais aborder, mais j'avais déjà dit que c'était le dernier. Et ça m'échappe, c'est pas grave, tant pis. Tiens, je vais te passer celui-là. Ah, merci. Je réfléchis évidemment à la place de l'artiste dans tout ça. Je dis évidemment parce que j'enseigne dans une école des beaux-arts. Moi, ce qui m'intéresse souvent avec les étudiants, c'est la façon dont ils font des liens entre deux choses inattendues. Et j'étais en train de me demander si donc par là même on est dans le mécanisme de Lozins.
je ne sais pas, de faire des liens entre des choses d'une manière nouvelle. Et donc, je réfléchis à haute voix en me disant que Trevor Plagen, que j'aime, dont le travail photographique me pose problème, peut-être il fait de l'OSINT sublime, mais c'est pour ça, ça me pose problème, et qu'il n'y a pas assez de doute dans le travail de Plagen. Je ne parle pas de la dernière pièce que tu nous as montrée. Et donc la question que j'ai, c'est une question peut-être très naïve, c'est est-ce que l'IA, qui est censée pouvoir faire ces connexions entre des choses disparates d'une manière hyper efficace, est-ce que l'IA pourrait faire de l'OSINT d'une certaine façon? Est-ce que c'est possible? On fait de l'OSINT avec l'IA. Alors, enfin, il y a par exemple, au prochain festival de l'OSINT, en décembre, nous ferons une table ronde IA et OSINT. Il y a deux voies de le voir. Par exemple, moi, j'essaye d'apprendre à mes étudiants une méthodologie de géolocalisation d'images. Aujourd'hui, vous pouvez poser une image d'un lieu sur un logiciel d'IA. Il va vous dire cette photo a été prise à Montréal. Je l'ai faite il y a 3 semaines. L'adresse n'était pas exacte, mais on était assez proche de la photo où elle avait été prise. Parce qu'en plus, il arrive à vous lire l'image en vous disant cette architecture est typique de là, ces panneaux sont typiques de là, etc. etc. Donc on fait déjà de l'IA avec de l'OSINT. Après, le problème, c'est que si on n'a pas compris la méthodologie qu'il y a derrière, on n'arrive pas à corriger la machine et en fait, on va dans une erreur et on s'enfonce dans une erreur. Donc l'IA vient toujours après une vraie connaissance et une vraie compétence OSINT. Après, je pense que ce que vous avez dit est intéressant. Vous avez dit justement les étudiants, ils font des liens entre des choses qui n'ont aucun lien. Et une partie de l'art, c'est aussi ça. C'est ce regard artistique-là que moi je dis qui doit aller au contact du politique, peut-être aussi en se formant à d'autres choses, à essayer d'infiltrer ces institutions, parce que c'est un regard très particulier. Et je pense qu'il est très particulier et en ce qui se différencie du regard de l'IA, qui est un regard statistique. Ça va être lié à ça, parce que dans 98% des cas, ça, c'est lié à ça. Et ce qui m'intéresse, c'est ces 2%, et c'est de faire intervenir ces 2% dedans. Et pour te donner une idée de comment ça pourrait fonctionner, je pense à Franck Lebovici, qui est un artiste que j'apprécie beaucoup, qui lui, on n'est pas sur de l'IA, mais c'est pour donner l'idée, voilà. Il travaille avec la CPI, la Cour pénale internationale. Et en fait, la Cour pénale internationale, quand ils lisent des rapports de justice, ils lisent de manière très écrite. Et lui, en fait, il y va avec l'idée d'être un poète, artiste. Et en fait, l'idée d'être poète et artiste, ça ouvre pas mal de portes. Parce que tu es un peu inoffensif. On te dit, c'est pas comme sociologue. On se dit, un poète, un artiste, c'est plus acceptable. Et donc, il va à la CPI et il se retrouve à faire des œuvres. Et puis, à la fin, il finit par donner des formations aux avocats de la Cour pénale internationale sur comment lire les images, comment placer leurs documents de manière différente. Donc, c'est une manière, on n'est pas sur l'IA, mais d'intervenir dans les institutions pour changer les pratiques de l'intérieur avec cette casquette artistique en se disant, en tant qu'artiste, j'ai une compétence sur les images. Les rapports de justice donnés par la CPI se basent rarement sur les images. Il y a une sorte d'absence de lecture de tout ça. Comment on peut faire dérailler et faire changer les pratiques professionnelles. Et ça, je trouve ça intéressant parce que c'est une vraie vision d'artiste qui accepte de se former au langage judiciaire, au langage de je demande une autorisation à la CPI, j'essaie de comprendre ce qu'ils font, j'essaie de comprendre les différents rôles. Et à partir de là, comme j'ai cette vision de faire du lien entre les choses, je permets de m'investir. Et c'est ça ça changera pas le monde. Et il va sans doute s'effondrer, mais ça fera donner quelques années supplémentaires de vie à l'espèce humaine. Alors, il est exactement 17h30. Quel talent! Donc, je te confie le micro, mais voilà. En fait, on a un impératif de clôture par rapport à la fermeture du lieu, voilà, et la remballe du matériel. Mais voilà, le lieu ferme exactement à 18h, donc on ne doit pas trop traîner. J'ai oublié mon idée maintenant. Excuse-moi. Non, en vous écoutant, je me disais, il y a peut-être quelque chose à penser entre la posture de frontalité ou du pas de côté. Et prendre l'exemple, par exemple, de Forensic Architecture, qui d'ailleurs est assez emblématique parce que
C'est un collectif d'architectes, d'informaticiens, de géographes, etc. et d'artistes. Ils sont dans une école d'art à Londres, je crois. La Goldsmiths University. Ouais. Voilà. Et donc, ils ont une légitimité a priori à produire des œuvres qui soient, disons, montrées, exposées. Or, cette légitimité, elle est souvent remise en cause par le monde de l'art lui-même, parce que Forensic Architecture développe aussi des enquêtes qui sont donc qui s'appuient sur ce complexe image qui fait dialoguer multiples sources de visuels, mais aussi sonores. On a beaucoup parlé du visuel pour Forensic Architecture, alors qu'ils ont tout un travail sur les timelines sonores aussi qui est extrêmement important. Mais bon, mais ils vont d'une certaine façon ils s'inscrivent avec les ONG dans des luttes, d'une certaine façon, pour inverser les choses. Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a une dimension de militantisme et de frontalité. Non pas au combat, mais enfin, ils produisent des pièces qui visent à élucider des atteintes aux droits humains, etc. Et parallèlement, alors moi, ce que j'aime bien chez eux aussi, c'est cette dimension de la démo, parce qu'ils emploient souvent le terme, qui est un peu différent d'art. Ils font des démos, des démonstrations. Et ces démos s'appuient sur des forums citoyens, négociés, etc. Donc c'est aussi pas un résultat ou une œuvre achevée qu'ils proposent, mais quelque chose qui vise à être partagé, débattu, etc. Et ça prend un format qui, je ne sais pourquoi, déplaît souvent aux institutions artistiques ou, disons, au milieu ou au monde de l'art. J'ai déjà remarqué que ça coinçait à certains endroits. Et donc, voilà, juste pour revenir à cette idée des registres d'action, finalement, dont on parlait ce matin, entre un registre qui serait un registre politique, citoyen, militant, frontal, et un registre qui serait plus pas de côté, symbolique, contre-récit, imaginaire, avec ce frottement, finalement, entre ces deux différents registres. Non, moi juste un mot, mais enfin, mon sentiment personnel est un peu distant avec Forensic Architecture, c'est que peut-être il y a pas mal de monde qui se dit mais de quoi ils se mêlent ceux-là? C'est des artistes qui fassent de l'art et qui viennent pas nous foutre le bordel en nous déclarant des vérités sur voilà, des contre-récits justement. Leurs contre-récits sont trop vrais, c'est pas leur rôle. Je pense qu'il y a un truc qui gêne à ce niveau-là et qui fait qu'il y en a qui se demandent est-ce que c'est encore de l'art? Peut-être, parce que peut-être c'est trop efficient d'une certaine manière. Oui, et puis juste deux choses aussi. On va leur reprocher dans le monde judiciaire de faire de l'art, donc de ne pas être sérieux dans leurs enquêtes. Et le problème aussi, c'est que quand ils exposent toujours des cas qui ne concernent pas le pays dans lequel ils exposent. Donc il y a vraiment aussi ce côté exotisation. Ils vont exposer à la Biennale de Turquie, mais ils vont à aucun moment montrer leurs enquêtes sur la Turquie. Donc il y a eu ce procès qui leur a été fait aussi, sans doute de manière légitime, sur... on est toujours à l'extérieur, à montrer un extérieur un peu lointain aussi. Et peut-être pour terminer, non mais Félix, tu n'en as pas parlé aujourd'hui, mais est-ce que tu veux juste dire un mot sur le dispositif Hiatus? Sur Hiatus, H-I-A-T-U-S, en une minute. En une minute, Hiatus, c'est une tentative justement de faire émerger ce qui nous semblait manquer à la Quadrature du Net s'agissant de l'IA. Pardon, je vais moins vite, bien sûr. Du coup, Hiatus, c'est une tentative de fonder ou d'organiser une voie collective critique de l'intelligence artificielle qui assume de considérer l'IA non pas comme une technologie, mais comme un projet politique et qui vise à assumer une posture frontalement contre ce projet politique et donc contre le déploiement massif et généralisé de l'IA dans la société. Et on a réussi, moi j'étais un peu, disons, circonspect, je me demandais si on allait pouvoir réunir un certain nombre d'ONG. L'idée c'était de sortir de nos champs respectifs. Nous à la Quadrature, on a par exemple travaillé sur les IA policières, j'en ai parlé, sur les IA utilisées par les caisses d'allocation familiale ou la Sécu pour automatiser la chasse aux pauvres, etc. Et de sortir un peu de ces incarnations très localisées, sectorielles de l'IA, pour critiquer les politiques publiques qui la promeuvent et promeuvent leur déploiement à grande échelle. Et on a réussi à réunir
des gens comme un syndicat enseignant, le SNES-FSU, le syndicat de la magistrature, la Ligue des droits de l'homme, l'atelier paysan, qui milite contre les hautes technologies et la smart agriculture, et plein d'autres acteurs. Et donc le manifeste fondateur a été lancé quelques jours avant le sommet. Il est disponible, accessible sur hiatus avec un h.oo. Eh ben, merci beaucoup à toutes et à tous pour cette journée intense. Voilà. À bientôt.